Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, je vais vous parler de Solana et de Ethereum et d'une valorisation de Solana, un cours de Solana complètement hallucinant prédit par Vanek. On va parler de cette analyse, mais aussi de plein d'autres sujets, de DYDX, d'Arbitrum et de plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin, à vous abonner, à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et tout de suite, le cours des crypto-monnaies, légère hausse aujourd'hui, Bitcoin 34 000 $, Ethereum 1800 $. Globalement, un marché en hausse d'environ 1%. Et je voulais tout de suite passer à Vanek, ce géant de l'investissement, on va dire, très connu. Il prépare des ETF d'ailleurs sur la plupart des crypto-monnaies, enfin sur beaucoup de crypto-monnaies, Bitcoin, Ether, etc. Mais là, je voulais vous parler de ce nouvel article qu'ils ont publié sur la valorisation de Solana d'ici 2030. Et on va passer tout de suite, je pense, à ce qui va intéresser la plupart des gens. Regardez la valorisation que ils proposent. En fait, ils ont trois scénarios. Ils ont le premier scénario où Solana, en fait, a un scénario, on va dire, classique, ni bon ni mauvais, on va dire standard. Et la valorisation standard pour eux du token d'ici 2030, c'est 330 $. Alors qu'aujourd'hui, on est à 32 $, donc un x10 par rapport au cours actuel de Solana. Alors attention, Vanek, ils disent clairement qu'ils possèdent du Solana, ils stackent du Solana, du coup ils sont un peu biaisés. Mais on va quand même parler de leurs trois scénarios différents. Je dis le scénario de base, 330 $ pour scénario. Leur scénario du pire, le bear case, qui anticipe un Solana à 10 $. Donc vraiment en baisse par rapport aux 32 $ actuellement, surtout 2030, c'est d'ici 7 ans. Et le scénario hyper optimiste, le bull case, un token Solana à 3200 $. Là, c'est juste hallucinant par rapport au cours actuel. On fait un x100 en fait par rapport au cours actuel du token Solana. Ça représenterait une market cap pour simplifier, ou une valeur, ou une FDV de plus de 2000 milliards de dollars. Donc c'est plus que tout le marché crypto actuellement, une fully diluted market cap. Bref, c'est le scénario vraiment où tout se passe bien pour Solana. Et d'ailleurs, ils le décrivent un peu en détail, ce scénario, dans quel cas ce scénario pourrait arriver. En fait, ça serait si jamais Solana dépasse Ethereum et arrive à obtenir 70% du marché des blockchains, on va dire, des publics. Donc, ça serait vraiment une domination, en fait, de Solana sur tout le marché. Et c'est quelque chose qui est difficilement envisageable actuellement, mais eux, leur scénario, c'est que Solana sera la première blockchain à avoir une application on-chain qui attire plus de 100 millions d'utilisateurs. C'est quelque chose qui n'a pas encore été fait pour l'instant. Il y a très peu de personnes, il n'y a aucune application qui a atteint ce niveau. On parle de... on est très très loin de ça. Donc ils pensent que ça pourrait arriver, que la technologie de Solana et la vision de Solana différente d'Ethereum pourrait permettre cela. Alors moi on me reproche pas mal de ne pas parler de Solana suffisamment sur cette chaîne, et là je trouvais que c'était l'occasion de faire un point sur cette crypto-monnaie. Et cette crypto-monnaie, c'est vrai qu'ils tentent des choses. Ils tentent des choses, et j'ai beaucoup critiqué cette crypto parce que sur l'année 2021-2022 surtout, il y a eu beaucoup de chaos techniques. La blockchain a arrêté de fonctionner de nombreuses fois, la dernière fois en février, avec près de 19 heures de mémoire où ça ne marchait plus. Depuis mars, on va dire, il faut noter que Solana fonctionne bien. Il semble avoir résolu les problèmes. En tout cas, pour l'instant, ça va. Ils ont aussi une approche différente où ils essayent de faire le layer 1 avec le plus de transactions possible, le plus de données possible. Et c'est une vision. Et surtout, ça va s'améliorer grandement avec leur nouveau client, la FireDancer. Il y aura beaucoup plus de données qui pourront être traitées par seconde sur Solana. Ça aussi, c'est une bonne chose. Mais après, pour moi, et d'ailleurs ce que je n'ai pas retrouvé vraiment dans ce rapport de Vanek, peut-être raté, mais c'est l'aspect décentralisation. Faire tourner un nœud Solana, ça coûte très cher, ça nécessite du matériel très puissant, et du coup c'est pas à la portée de tous. Contrairement, on va dire, à d'autres blockchains où il n'y a pas besoin de matériel ultra puissant pour faire tourner ça, et ben c'est pas le cas sur Solana. Après, il faut dire que sur Ethereum, quand on veut faire du staking tout seul sur Ethereum, ça nécessite quand même d'avoir 32 Ethers. Donc 32 Ethers, c'est beaucoup d'argent actuellement, ça reste moins de 100 000 $, mais quand même, c'est pas négligeable. Je sais qu'il y a très peu de personnes qui peuvent se permettre de staker avec 32 Ethers, mais ça peut être fait depuis n'importe quel matériel, donc ça peut passer, on va dire, plus facilement sous les radars. Et l'idée, en fait,
c'est aussi cet aspect de non-censurabilité. Si jamais on a une entité gouvernementale qui veut censurer les validateurs Ethereum, c'est quelque chose qui va être très compliqué parce que ça va être caché dans un Raspberry Pi et c'est difficilement, enfin on peut difficilement savoir qui stake et on peut passer vraiment sous les divers radars. Alors que sur Solana, eh ben, on va dire un nœud de ce type, c'est quelque chose qui est assez puissant. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui sont des nœuds sur Solana, mais c'est quand même pas facile. Et disons qu'il y a forcément moins de validateurs sur Solana. Disons qu'il y a forcément moins de personnes qui peuvent se permettre ce type de machine sur Solana. En tout cas, c'est ce que je vois jusqu'à maintenant. Mais encore une fois, je ne critique pas ces deux visions différentes, deux approches différentes de la blockchain. Je pense que, honnêtement, je vous dis, moi, ma prédiction sur Solana, que Solana va continuer d'exister, Solana va avoir beaucoup de demandes, mais pour moi, Solana va se transformer en solution de niveau 2 sur Ethereum. Le fondateur de Solana, Toli, là, sur Twitter, il avait déjà commencé à évoquer ça, en disant qu'on pourrait faire un bridge, et c'est juste un bridge entre Ethereum et Solana qui ferait que ça se transformerait en un layer 2. Bref, c'est des discussions qui sont en cours. Je pense que ça va converger et petit à petit, moi j'aimerais bien qu'il y ait cette convergence entre les blockchains, mais qu'il y ait toujours des approches différentes qui aient lieu. Et c'est ce qui pourrait se faire avec Solana, un layer 2 complètement, on va dire, ultra puissant, qui nécessite des validateurs très puissants en solution de niveau 2. Et, euh, et au final, les transactions qui atterrissent sur le réseau Ethereum sur les layer 1. Bref, honnêtement, je souhaite beaucoup de belles choses à Solana, hein. Je ne prie pas pour que Solana s'écroule, loin de là. Tant mieux, je suis content qu'il y ait plein d'approches différentes. Il y a aussi Sui, Aptos, etc. qui tentent des choses. Tant mieux, honnêtement, on verra. Le marché va voir, va donner raison aux meilleurs, aux gagnants. On verra là où il y aura l'application qui va vraiment attirer le plus de monde sur la blockchain. J'espère qu'il y aura, je sais pas, un Facebook, un TikTok qui va naître sur la blockchain, qui va vraiment attirer plein de personnes et les gens vont voir l'intérêt. Pour l'instant, on n'en est pas là. Ensuite, je voulais vous parler de DYDX. Le token a pas mal augmenté suite au lancement en fait de la blockchain DYDX. Regardez, le 23 octobre, on était à 1,2 $. Là, on est à 2,6 $. Le marché semble réagir plutôt bien. On rappelle que les divers frais vont être reversés d'une manière ou d'une autre au token DYDX, que ce soit les validateurs de DYDX par exemple. Donc il y a vraiment, on va dire, un intérêt à cette blockchain. Et maintenant, est-ce que les utilisateurs vont migrer en masse sur cette blockchain? C'est tout le sujet. Mais je pense que DYDX a la communauté, sa communauté pourra migrer vers Cosmos. Et surtout, je pense que tout l'écosystème Cosmos pourrait profiter de cet exchange. Ensuite, on va revenir sur les solutions de niveau 2 sur Ethereum avec Arbitrum Orbit qui est lancé. Et là, Arbitrum, ils ont une vision différente en fait de optimisme. Ils ont une version différente aussi de Polygon, avec en fait leur solution de niveau 2 sur Ethereum qu'ils essayent de développer comme solution de base pour attirer d'autres blockchains qui voudraient être des layers 3 sur la solution de niveau 2. C'est un peu Inception quoi. Disons que pour pouvoir lancer une blockchain sans aucune autorisation sur Arbitrum, vous êtes obligé de le faire en étant une solution de niveau 3. Vous prenez le code source, vous déployez et vous lancez votre blockchain solution niveau 3 sur Arbitrum. Et au final, les transactions vont être agrégées sur Arbitrum pour au final être agrégées sur Ethereum pour avoir des frais de transaction très bas. Mais vous n'avez pas le droit de lancer avec le code source d'Arbitrum une solution de niveau 2 concurrente, on va dire, à Arbitrum. Il faut que le DAO soit d'accord et du coup, ça c'est pas quelque chose qui va se faire facilement. Donc là encore, on est sur une approche très différente par rapport aux diverses solutions de niveau 2. J'ai dit Polygon, ZK-Sync aussi, etc. Donc voilà, honnêtement, je trouve ça bien. Les gens ils tentent des choses, on va voir ce qui va marcher. Est-ce que ça se trouve, c'est les Layer 3 que les gens vont trouver le plus intéressant à lancer pour X ou Y raison, parce qu'il n'y a pas de frais, etc. Même si il y a quand même des inconvénients, ça va être dépendant de Arbitrum, on connaît le caractère centralisé d'Arbitrum. Bref, honnêtement, je vais voir et je suis content de voir autant de choses qui se font sur tous ces projets. N'oubliez pas aussi de vous inscrire à ma formation. Il reste plus que 4 jours pour cette première vague. Je la lance petit à petit. Vous avez toutes les informations et le lien dans la description autour de la finance décentralisée, de rendement, comment trouver les meilleurs rendements dans la crypto. Et pour finir, je voulais vous parler de ZachXBT. ZachXBT vient de publier un tweet qui dit en fait que sur la journée du 25 octobre, il y a eu quand même
4 millions de dollars qui ont été volés suite au piratage de LastPass. LastPass, c'est un piratage qui a eu lieu il y a très longtemps maintenant. C'est un gestionnaire de mots de passe en ligne où les gens stockaient un certain nombre de données et il y a plein de personnes, on va dire, qui s'y connaissaient vraiment en crypto qui stockaient leur site fraise sur LastPass. LastPass a été piraté, les vaults, les comptes où il y a les coffres de mots de passe ont été volés. Et ensuite, on ne sait pas comment, on n'a pas le détail de comment les pirates ont craqué ces mots de passe. Il y avait une faille dans la manière dont LastPass stockait les mots de passe, ça on ne le sait pas. Mais en tout cas, plein de personnes continuent de perdre de l'argent avec ce piratage. Et voilà, donc je voulais vous mettre en garde. Je pense que si vous aviez votre site sur l'espace, j'en ai suffisamment parlé sur cette chaîne pour vous prévenir. Mais voilà, sachez que ça existe encore. Et malheureusement, c'est vrai que c'est compliqué de stocker sa site fraise de manière sécurisée. Il y a plein d'options, mais il y a toujours des avantages et des inconvénients. Et c'est vraiment pas simple. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.